Très bien, bonjour à tous. Donc effectivement, j'interviens au titre de l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes au secteur sauvegardé et protégé, donc, que je vais rapidement vous présenter. Donc c'est un réseau de plus de 200 villes qui ont donc des secteurs protégés, avec différents types de protection ou le label des pays d'art et d'histoire. Donc ça regroupe un peu plus de 10 millions d'habitants. C'est donc une plateforme d'échange organisée autour de groupes de travail qui organisent aussi des journées de formation, des séminaires et propose un accompagnement technique des collectivités. Donc on a différents partenaires, je reviendrai sur ce point-ci. Donc notre travail que je vais présenter aujourd'hui, c'est le grand chantier sur quartier ancien et développement durable. Donc c'est un partenariat lancé en 2007 avec la Caisse des dépôts, auquel se sont ajoutés le ministère de l'écologie, le CEREMA et l'ADEME. Donc dans cette présentation, je vais dans un premier temps resituer les caractéristiques des quartiers anciens dans le cadre des grands enjeux du développement durable et de la ville durable. Donc je vais employer le mot durable assez régulièrement, à toutes les sauces. Donc dans un second temps, je vous présenterai le guide quartier ancien, quartier durable que nous avons publié avec nos partenaires pour sensibiliser les collectivités locales à l'importance d'investir dans les quartiers anciens. Et enfin, avant de conclure, je zoomerai donc sur les bâtiments et sur la réhabilitation énergétique des bâtiments. Donc des quartiers anciens adaptés aux enjeux actuels du développement durable, c'est le propos de la première partie. Donc quand on dit ville durable, on peut penser aux écoquartiers, on en a parlé, et en général, on pense aux neufs, qui cherchent, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et les enjeux du développement durable, à lutter contre l'étalement urbain, à optimiser les déplacements doux, à rechercher une qualité de vie pour les habitants et à garantir une faible consommation énergétique des bâtiments. Or, en étudiant les quartiers anciens, on retrouve ces caractéristiques. Donc on a une forte densité. Donc ça induit une faible consommation d'espace, une mobilité de proximité, avec une relativement bonne performance énergétique des quartiers et des bâtiments. On a une mixité fonctionnelle qui existe, induisant de nouveau une mobilité de proximité et une bonne accessibilité de services. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, on est sur du bâti ancien, donc par définition durable, puisqu'il perdure dans le temps et qui, au-delà de la valeur sociale, symbolique, culturelle à préserver, ce sont des bâtiments qui sont construits avec des matériaux naturels, locaux, selon des méthodes traditionnelles adaptées à l'environnement et au climat local. Donc, face à cet ensemble de constats, nous pouvons effectivement conclure que dans le cadre des politiques de développement durable, les collectivités doivent investir dans les quartiers anciens. Cependant, si le caractère durable de ces quartiers n'est plus à démontrer, les quartiers anciens font aussi face à un certain nombre de problématiques qu'on a évoquées précédemment. Par exemple, la désertification des centres. On peut l'expliquer par des bâtiments anciens peu adaptés aux usages actuels. On a d'autres exemples de quartiers avec une forte insalubrité et parfois des marchands de sommeil. Donc il faut travailler à la fois sur l'habitabilité, alors à la fois sur le logement, on l'a dit, et à la fois sur les espaces publics. Les lieux d'habitation doivent devenir donc plus sains, plus confortables, plus économes en énergie, et en bref, plus en adéquation avec les attentes des diverses populations. Dans l'objectif de développer un logement en cœur de ville à valeur patrimoniale, de lutter contre l'habitat indigne, de réduire le nombre de logements vacants, on l'a vu aussi, de favoriser la mixité sociale et d'améliorer les performances énergétiques et environnementales. Donc, la réhabilitation des quartiers anciens participe d'un projet global, politique et urbain qui s'appuie sur les 4 piliers du développement durable, économique, social, environnemental et culturel, sur un portage politique et technique fort de la collectivité et sur la mobilisation et la participation des habitants. Je redis ce qui a été dit ce matin. Donc cette réhabilitation répond aux problématiques précédemment évoquées, les enjeux du développement durable, le retour des populations dans les cœurs de ville et la redynamisation de ces quartiers.
Afin de sensibiliser les collectivités à ce nécessaire travail, l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes secteurs sauvegardés et protégés s'est engagée dans la publication d'un guide intitulé « Quartier ancien, quartier durable » que je vais rapidement vous présenter dans cette deuxième partie. Donc, le guide est disponible en ligne gratuitement sur notre site. C'est un partenariat, comme je l'ai dit, avec la Caisse des dépôts, le ministère de l'écologie et l'ADEME, avec le soutien de la CAPEB et de l'Association des maires de France. Donc l'objectif de ce guide, c'est de sensibiliser les élus des collectivités territoriales, les élus et les techniciens, et d'améliorer la connaissance du potentiel des quartiers anciens dans une politique de développement durable, notamment en relayant des expériences innovantes de villes françaises. Donc le guide comprend 3 parties. La première développe les idées que j'ai évoquées dans la première partie de ma présentation. Donc vous avez quelques exemples ici. La seconde partie développe des initiatives de collectivités, donc sur différentes thématiques. On a les stratégies politiques, la valorisation de l'existant, la mixité sociale et fonctionnelle, les réseaux et déplacements, les espaces publics, et enfin le projet global. Donc ces villes sont représentatives d'une volonté politique affirmée qui permet d'engager des projets cohérents mis en œuvre au quotidien par les services des villes et les acteurs locaux. La troisième partie s'attache aux outils méthodologiques financiers mobilisables et apporte un cadrage et des exemples au niveau européen et propose d'approcher aussi la notion de coût global élargi et d'évaluation pour sortir d'une évaluation qui serait qu'à un moment T, on essaie d'élargir l'échelle de temps et d'espace. Donc, nous avons vu précédemment que les quartiers anciens sont par essence des quartiers durables, que leur réhabilitation nécessite un projet global, avec un fort portage politique et technique, dans la mesure où ils font face à de nombreuses problématiques. Donc maintenant, zoomons sur les aspects énergétiques et changeons d'échelle pour parler dorénavant de bâtiments et non plus de quartiers. Donc dans cette dernière partie, je vais vous présenter un second guide pour une audite énergétique du patrimoine bâti ancien. Donc, si je l'ai évoqué précédemment, les bâtis anciens sont peu énergivores, mais ils nécessitent quand même des outils et des méthodes techniques spécifiques, puisqu'on ne peut pas utiliser la même chose pour le neuf et l'ancien. Donc, le bâti ancien, rapidement, on est sur des constructions avant 1948. La construction n'est pas encore industrialisée et se fait avec des matériaux naturels, locaux, selon des procédés traditionnels adaptés à l'environnement et au climat local. Donc ici, on voit aussi qu'ils sont faiblement consommateurs à la construction. Donc, au-delà des économies d'énergie, on cherche à prendre en compte l'ensemble des spécificités du bâtiment. Donc, certains points sont assez évidents. On prend en compte le coût global, la valeur patrimoniale, puisqu'on est sur du bâti ancien, le confort intérieur, et notamment le confort d'été. Et d'autres points sont moins évidents, comme la pérennité du bâtiment, puisqu'il faut absolument respecter le comportement hygrométrique et thermique des parois anciennes. Donc, ici, un schéma issu d'un projet de recherche qui s'appelle ATEBA, où on voit bien qu'on n'a pas du tout le même comportement sur le bâti ancien et le bâti récent. Donc ce schéma montre bien les spécificités. On a une forte inertie du bâtiment qui permet un stockage de la chaleur solaire dans les parois pour une restitution ultérieure. On a une ventilation naturelle et une perméabilité à l'eau et à l'air. Ce qui fait que quand on isole, l'objectif, c'est pas de faire comme sur le bâti ancien, le bâti neuf. Ce n'est pas forcément de créer, enfin c'est sûr d'ailleurs, il ne faut pas créer une imperméabilité des parois au risque de détruire le bâtiment. Donc cette connaissance du patrimoine bâti ancien permet ainsi de ne pas appliquer des techniques toutes faites d'isolation qui sont développées principalement pour les constructions neuves.
Et de plus, le comportement hygrométrique et thermique du bâtiment ancien étant directement corrélé à l'environnement du bâtiment, eau, air et climat, sa réhabilitation énergétique impose une approche globale du bâtiment et une approche locale avec les matériaux et le climat local. Donc, le cœur de la démarche, c'est de connaître le cadre, de connaître le bâtiment avant d'agir. Chaque bâtiment ancien est particulier et nécessite des études particulières, d'une part architecturales et d'autre part thermiques et hygrométriques. Pour mener à bien ces études, l'Association nationale et ses partenaires, notamment le CEREMA, proposent des outils spécifiques adaptés aux caractéristiques du bâti ancien. Donc la démarche se décline en 4 étapes que vous avez ici. La première, donc c'est le niveau 0, le préambule de la prestation, correspond à un travail préalable afin de réaliser une première typologie architecturale et urbaine du bâti ancien. Donc plan type, matériaux, implantation, et de créer une base de données mettant en relation des typologies de bâtiments et leurs caractéristiques, surface, mode de chauffage et utilisation des usagers, ainsi que les consommations d'énergie. Donc là, cette première étape, elle peut être réalisée en interne par les services de la ville, en s'appuyant sur les architectes des bâtiments de France et sur les habitants. Cette première étape est primordiale puisqu'elle participe à l'objectif central de la démarche que j'ai dit tout à l'heure, connaître pour agir. Elle permet donc aux communes de mieux comprendre leur territoire et de cibler au plus juste leurs demandes auprès des maîtres d'ouvrage impliqués dans la suite de l'audit. Donc là, on est bien sur à la fois l'architecture et à la fois la première évaluation des factures énergétiques. On passe ensuite à une étude plus détaillée de la performance énergétique du patrimoine. Donc les typologies architecturales et urbaines sont complétées par une typologie thermique du bâti ancien. On peut alors rapprocher certains bâtiments et extraire des grands types de bâtiments. Pour chaque grand type, des fiches détaillées sont établies sur les consommations d'énergie, les rejets de gaz à effet de serre et les caractéristiques thermiques. Donc ce niveau 1 s'opère de nouveau à partir de factures, mais on détaille plus avec des enquêtes auprès des habitants et c'est la première étape de la simulation thermique dynamique. Donc dès cette étape, sur les acteurs, et notamment pour la simulation thermique dynamique, la collectivité n'a pas forcément les compétences en interne et peut faire appel à des bureaux d'études spécialisés. La collectivité assure la collecte des données auprès des habitants alors que le maître d'œuvre se charge des aspects techniques, visites et traitement des données collectées. La simulation thermique dynamique est à exiger dès cette étape, selon nous, pour fiabiliser les typologies thermiques construites sur les factures. Chaque bâtiment type est simulé avec un calage sur les factures et une rédaction de fiches de synthèse sur les consommations par poste et la répartition des pertes thermiques. Donc, au niveau du rendu, dans une première partie, on a donc les typologies avec un exemple ici. Et ensuite, on peut coupler on doit coupler ces typologies avec ici des fiches. Donc, les fiches sont détaillées par typologie et accompagnées d'un document expliquant les hypothèses de simulation, puisque sur les logiciels, on est obligé d'entrer des hypothèses, donc il faut savoir de quoi on parle, et détaillant plus précisément les consommations obtenues. Donc sur les premiers, ici, là, c'est les consommations théoriques, donc c'est les DPE traditionnels, alors qu'en dessous, on est sur les consommations réelles, et on voit qu'en général, il y a une forte différence. Donc la seconde étape, la seconde étape, où j'en suis? Alors oui, une fois que ce diagnostic est effectué à partir des consommations, le maître d'œuvre cherche à comprendre d'où viennent les dysfonctionnements thermiques du bâtiment. Jusqu'alors, on était juste sur de l'analyse des consommations. Maintenant, il s'agit d'évaluer les points forts et les points faibles de chaque bâtiment, au niveau de l'enveloppe et au niveau des équipements de chauffage.
et d'évaluer les points faibles et les points forts en termes de confort thermique en été et en hiver. À partir de là, le bureau d'études peut faire les premières propositions de réhabilitation adaptées aux bâtiments anciens, propositions qui peuvent être chiffrées en termes de coûts et en termes d'économie d'énergie, puisque c'est l'objectif. Donc ce second niveau s'appuie encore une fois sur la simulation thermique dynamique, sur des entretiens avec les habitants, sur des campagnes de mesure ou encore sur de la thermographie de façade. Donc le rendu prend la forme d'un tableau comme celui-ci, avec en première ligne l'état initial du bâtiment. Et chaque ligne présentera ensuite différents choix techniques d'amélioration du confort thermique du bâti, avec la consommation en énergie primaire totale attendue, l'économie d'énergie relative et absolue. Donc on voit ici que les premières solutions sont plutôt simples, mur isolé extérieur sur cour, alors que si on va dans les solutions plus dans la suite, on a une plus forte économie et là on est plus sur du changement de moyens de chauffage. Enfin, le troisième niveau de l'audit énergétique élargit la démarche en la reliant, par exemple, à une étude de faisabilité sur les énergies renouvelables, puisque jusque-là, on était sur l'enveloppe et sur les moyens de chauffage, l'optimisation des moyens de chauffage. Là, on peut le relier à d'autres éléments, notamment les énergies renouvelables. On peut aussi relier l'étude à un guide de mise en œuvre architecturale, puisque, pour rappel, on est toujours sur à la fois une mise en valeur du patrimoine et sur les audits énergétiques. Donc il faut coupler différents documents, notamment sur les zones de protection, les secteurs sauvegardés. Et on peut également choisir de le relier avec une synthèse sur la gestion de l'énergie par les occupants, puisque on sait aussi que on peut améliorer les systèmes de chauffage. C'est aussi les occupants qui créent la consommation, nécessairement. Donc cette dernière étape permet de faire le lien avec d'autres documents réglementaires et avec d'autres documents d'orientation. Donc pour conclure, ces différents outils cherchent à sensibiliser l'ensemble des acteurs de la ville et du bâtiment aux spécificités du bâtiment ancien. L'objectif, c'est de ne pas mettre en péril le patrimoine, donc de conserver ce qui fait sa symbolique, mais aussi de ne pas mettre en danger les bâtiments en les isolant mal. Et donc il convient d'en avoir une approche globale, couplant un diagnostic architectural et un diagnostic énergétique. Donc l'objectif, c'est bien d'étudier le bâtiment dans son environnement. Donc par rapport à ça, l'association et ses partenaires vont poursuivre ce chantier quartier ancien, quartier durable. Donc, vous le savez, il y a une nouvelle loi sur la transition énergétique. Donc, dans ce cadre-là, l'association va proposer certains décrets pour qu'on ne traite pas le bâti ancien comme du bâti neuf. Donc ce sera l'objet d'un atelier lors du congrès national du 28 et du 29 avril qui se tiendra à Besançon. Nous mettons aussi avec le CEREMA en place un centre de ressources nationales sur la réhabilitation du bâti ancien pour justement collecter les initiatives et les outils qui fonctionnent. Également, nous allons décliner le guide que je vous ai présenté dans la deuxième partie avec des fiches pratiques pour toujours sensibiliser les élus et les techniciens avec quels sont les acteurs possibles, quelles sont les subventions possibles, etc. Et enfin, nous lançons un groupe de travail sur territoire et bourg-centre pour la redynamisation des bourgs-centres et l'intégration des politiques énergétiques dans les bourgs-centres, donc avec l'appel à manifestation d'intérêt qui vient d'être rendu. Voilà, je vous remercie.